Alors, au-delà des soubresauts de ces derniers jours sur les marchés financiers, sur les indices boursiers, on parle beaucoup de bulles, c'est pas nouveau, sur la tech américaine, sur le Nasdaq, sur Tesla, sur GameStop cette semaine, avec ces hausses de 500 ou 700% en seulement quelques jours, donnant l'impression que tous les indices boursiers, finalement, dans le monde, sont dans cette situation de bulle. Bonjour, John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Juste, pardon pour la question, mais pour ceux qui nous regardent, une bulle, c'est quoi déjà? C'est quand ça monte sans vraie raison fondamentale, c'est ça? Quand les cours boursiers montent sans qu'on puisse le justifier d'un point de vue rationnel? Et je vous remercie pour votre question, David, parce qu'on lit à tort et à travers, on entend parler de bulles, vous l'avez dit, de bulles sur absolument tout. Mais c'est pas nouveau. En fait, on voit qu'il y a trois éléments précis pour qu'il y ait une bulle. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une phase d'appréciation durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à déterminer. Normalement, on appelle ça un cycle, c'est entre 7 et 10 ans. Donc, ça, c'est la première des choses à regarder pour qu'il y ait vraiment une bulle et qu'après, elle éclate. Après, il faut qu'il y ait, ça c'est la deuxième des choses, il faut qu'il y ait un écart de prix important entre la valeur du marché et la valeur économique de l'actif financier, donc un décalage. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on arrive en fait en haut de cette bulle, vous avez cette fameuse effet de boule de neige où vous avez tellement d'achats qui suit une suite de ventes successives et c'est là où ça se dégonfle. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est très théorique. Quels sont les marchés qui sont en bulle d'abord, avant de parler de ceux qui n'y sont pas, ou pas encore, ou peu? Alors, je dirais sur quel marché on peut dire, à l'aune de ces trois critères, eh ben ouais, il y a bulle? Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Nasdaq qui est en phase de bulle, mais chose assez intéressante, c'est qu'on sait que le Nasdaq, depuis un certain nombre d'années, sont tirés par les fameuses 5 valeurs, les FANG, mais lorsqu'on regarde la publication des résultats de ces entreprises, eh bien, on voit que les résultats sont au-dessus, normalement, des attentes des analystes. Donc ce qui justifie ces valorisations extrêmes? Alors, voilà, ça justifie d'une certaine manière une valorisation extrême. Et il faut rappeler surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un marché de valorisation, puisqu'on voit très bien, vous avez pris l'exemple extrême avant, de Tesla, on ne va pas parler de GameStop, c'est une autre histoire, mais si on prend l'exemple de Tesla, bien évidemment, la valorisation ne reflète pas un constructeur de voitures, mais reflète totalement autre chose. Donc, c'est ici qu'il faut faire très attention. Mais moi, ce que je voulais, David, c'est dire, arrêtons de parler de bulles et regardons où il n'y a pas de bulles. Quels sont les indices, encore une fois, qui ne sont pas, selon vous, en bulle? Donnez-nous des chiffres et qu'on comprenne si on est quoi? On est en sous-valorisation, en moindre valorisation, en petite bulle, en bullette? Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis, je regarde juste les statistiques économiques et le passé. Si on prend, par exemple, les pays émergents, les pays émergents sont à la mode aujourd'hui avec cette thématique de réflation. Bien, si vous prenez sur 10 ans, d'accord? Eh bien, vous avez le S&P 500 qui a gagné 270% et le MSCI Emerging Market qui en a gagné seulement 56%. Alors évidemment, il faut regarder les fondamentaux, etc. Mais aujourd'hui, parler de bulles sur les marchés émergents, il faut simplement ouvrir un peu plus votre écran et regarder un peu plus sur le long terme. Alors, un autre exemple qui est plus proche de chez nous, si on prend les marchés européens, David, on regarde que si on prend par exemple sur 10 ans, toujours le iShares S&P 500, il a gagné plus de 260% depuis 10 ans. Si vous prenez le même ETF sur la France, il a gagné 71%. 260, 71% sur 10 ans. Les marchés européens sont restés à la traîne des marchés boursiers américains, ça on le sait. Ouais. Exactement. Donc, mais ça peut durer, ça fait longtemps que ça dure et ça peut durer encore. Tout à fait, clairement. Mais il faut aussi regarder ici où potentiellement il y a des opportunités et où il y a un retard pour d'autres raisons. Vous savez, si vous prenez l'Espagne, David, depuis 10 ans, le marché espagnol a progressé de 4%. D'accord? Alors que, je me répète encore une fois, le S&P 500 de 260%.
Un autre exemple, David, c'est le marché japonais. Vous vous souvenez que dans les années 80, le marché japonais était la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Ça représentait 45% de la capitalisation boursière mondiale. Alors, maintenant, si vous regardez depuis les années 90, le retour, la progression du marché japonais est de 45% seulement, c'est-à-dire 1,5% par année à la fin 2020. Ouais. Donc, c'est absolument oui, mais après, différent. je suis d'accord, mais il faut aussi regarder la croissance des profits. Je prends l'exemple du CAC 40, du marché français, qui n'a fait que sur 10 ans, 60-50%. Vous me disiez, mais quelle a été la croissance des profits? Si la tech a autant monté, c'est que les profits de la tech ont explosé aussi. Après, il y a les valorisations qui sont tendues, bien sûr, mais il y a aussi les profits qui ont suivi. Tout à fait, mais le but ici, et on arrive justement pour être en adéquation avec ce que vous dites, on arrive aussi sur les thématiques parce que on le voit, c'est exactement ce que vous dites. On avait cette thématique de croissance avec la tech qui était beaucoup plus présente et importante dans les indices, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les campagnes de vaccination, vous en avez parlé avant, avec l'arrivée de Joe Biden, la thématique value cyclique, vous savez, dont on a déjà parlé ensemble, est en train, depuis le début décembre, de reprendre le dessus sur la thématique de la croissance. Et si on regarde justement ça, eh bien, on voit que la croissance, même depuis la fin des années 70, où il y avait, on ne parlait pas du tout d'Internet, eh bien, la thématique de la croissance est toujours en avance sur la thématique de la value, la rotation cyclique. Donc, ce que je dis ici, je ne parle pas en termes de valorisation, je suis simplement en train de dire que lorsqu'on a ce retour de thématique, par exemple cyclique, value face à la croissance, eh bien on voit ici que l'Europe, en regardant simplement les chiffres de comparaison avec les États-Unis, peut en bénéficier. Ce rééquilibrage est en train, va très certainement se faire. Au bénéfice, au profit de l'Europe. Exactement. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir une performance négative des États-Unis. Ce n'est pas vrai, puisque je crois que la croissance et la thématique de croissance de la technologie va toujours être intéressante. Mais ce fameux rééquilibrage va être très important dans les mois, dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir quelles ont été les thématiques qui ont sous-performé les autres. Et chose assez intéressante, vous savez, David en parle récemment, j'ai vu un journal américain la semaine passée qui disait, y a-t-il une bulle sur le secteur de l'énergie? Parce que on avait le secteur de l'énergie qui avait progressé depuis plus de 50% depuis début décembre. Donc, énergie verte, hein. L'énergie verte, mais aussi l'énergie, vous savez, avec le rebond du prix du baril, on a des énergies aussi, des sociétés d'énergie fossiles qui avaient aussi monté. Mais on voit qu'on est toujours en retard depuis 2014 par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on a 9 ans de retard par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir avec un baril à $150. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Et vous l'avez dit, vous l'avez suggéré, eh bien, cette fameuse énergie renouvelable qui est beaucoup plus présente maintenant, même dans les acteurs d'énergie fossile, eh bien, on est dans une phase de rééquilibrage. Même chose pour le secteur financier qui, malgré sa hausse depuis début décembre, est en retard, largement en retard depuis 15 ans. Donc, on est en train de voir... Les défis qui se présentent pour le secteur bancaire et financier aussi, le défi est immense. Enfin, les défis sont immenses. Tout à fait, mais vous savez, David, on l'a vu, si vous faites une comparaison en Europe, bien évidemment, mais aussi aux États-Unis, mais on voit que quand il y a la thématique de la réflation, quand il y a la thématique du retour, entre guillemets, à la normale, c'est clair que les banques centrales ne vont pas remonter les taux cette année, mais quand il va y avoir une anticipation de normalisation, c'est vers ces valeurs qu'il va falloir être. Bien évidemment, il y a une hausse de la réglementation en Europe. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui se passent, mais on voit qu'il y a un lien direct entre les anticipations de hausse de taux, qui ne sont pas encore là, mais on anticipe que ça va aller mieux, et l'évolution de ces titres. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir au haut de 2014 sur les valeurs bancaires. Je suis juste en train de dire, et je me répète encore une fois, qu'on est dans une phase de rééquilibrage et qu'il faut absolument regarder ce qui s'est passé ces 10 dernières années et pas simplement se focaliser sur ces derniers mois parce que là, effectivement,
certaines personnes vont mettre en avant le fait que, eh bien, on est potentiellement dans des situations de bulles, et c'est faux. Voilà, il n'y a pas des bulles partout. C'était ça la exactement. conviction et le point de vue. Après, on finit quand même sur les bulles. On sait que les bulles peuvent grossir pendant longtemps avant d'éclater. Donc, rien ne dit que les bulles ne vont pas continuer à grossir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Personne ne le sait, ça. Non, non, tout à fait. Et comme je disais avant, je ne pense pas que le Nasdaq va s'effondrer. On n'est pas proche d'une bulle, mais que les personnes, les investisseurs en quête de progression, en quête de rendement, vont certainement aller voir là sur les poches d'actions, les poches de thématiques, où est-ce qu'il y a quelque chose à gagner, à grappiller sur ces thématiques, comme on l'a dit, value sur ces thématiques, peut-être de plus vers les pays émergents qui sont très en retard, etc., etc. Voilà, point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon vendredi et bon week-end. Salut.